Voilà. Donc, on peut déjà commencer. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau webinaire que nous organisons avec le partenariat avec le cabinet Reload Consulting, représenté par Sibrahim Allali, dont la plupart d'entre vous le connaissent peut-être. Donc, c'est un grand expert en commerce international. C'est un grand connaisseur de plusieurs marchés parce qu'il y a travaillé pendant plusieurs années sur plusieurs marchés, notamment africains. Donc, je lui laisserai tout à l'heure donc, se présenter lui-même donc, pour faire une brève bio donc, de son parcours. Le webinaire d'aujourd'hui donc, concerne le marché de la Guinée-Conakry. C'est un marché peut-être qui présente des opportunités à saisir. C'est un marché de l'Afrique de l'Ouest. Il y a certainement plusieurs d'entre vous donc, qui ont déjà visité le marché ou qui ont eu des affaires avec le marché. C'est un marché aussi donc, qui est en progression. Donc, et j'espère que vous allez retenir plusieurs choses donc, de la présentation de Sibrahim Allali, donc qui vont vous servir pour le développement de vos échanges, de vos partenariats avec ce pays. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Sibrahim Allali. Merci beaucoup, Sib El-Hassan. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur comment faire des affaires avec la Guinée. Je devrais d'abord, comme à l'accoutumée, commencer par me présenter. Je vais partager avec vous mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est vrai, oui. Très bien. Alors, je vais commencer d'abord par me présenter. Alors, Brahim Allali, comme ça vient d'être dit par Sib El-Hassan, je suis le managing partner de Reload Consulting, un cabinet spécialisé dans tout ce qui est études de marché, en particulier les marchés africains, et l'accompagnement des entreprises sur le marché et également le développement international. Je suis professeur honoraire à HEC Montréal. Depuis que j'ai quitté HEC où j'étais professeur agrégé jusqu'en 2015, j'ai enseigné à HEC pendant une quinzaine d'années. Et après mon départ, on m'a nommé professeur honoraire, titre que je garde jusqu'à aujourd'hui. Je suis ancien directeur du cycle supérieur de commerce international à l'ISCAE, qui entre-temps s'est transformé en maîtrise en commerce international. Je suis professeur visiteur à l'université Al-Akhawayn, où j'ai enseigné pendant 2 années. Je suis également professeur visiteur à l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat à Maurice et à l'INDE, l'Institut national pour le développement économique à Bucarest, en Roumanie. Je suis formateur agréé auprès de Grow Your Consultancy Business de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Et je suis consultant depuis près d'une trentaine d'années. J'ai commencé en 93, donc je suis à 29 ans normalement de ma carrière comme consultant, carrière qui avait commencé avant l'enseignement, consultant auprès de nombreuses organisations, dont le International Trade Center, ou le Centre de commerce international à Genève, le Centre islamique pour le développement du commerce, le Programme des Nations unies pour le développement, l'Organisation internationale du travail, Trade Facilitation Organization du Canada, CNICED, etc. Et je suis ancien directeur général, en fait le premier directeur général de MAGEX, Euro marocain de gestion à l'exportation, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Mais je vous assure, ça n'est pas à cause de moi. C'est après mon départ en fait, il a disparu après quelques années en fait de mon départ. Je suis ancien fondé de pouvoir principal à la Société Générale où je m'occupais de tout ce qui était opération avec l'étranger. Et je suis expert assermenté, inactif, je dois préciser, près la Cour d'appel. Alors voici rapidement qui je suis.
Concernant le plan de la présentation d'aujourd'hui, il va s'articuler autour d'un ensemble de points. Je vais commencer déjà par présenter la monographie du pays, son commerce extérieur, principaux produits importés, exportés, etc. Et puis les relations avec le Maroc, les échanges commerciaux Maroc-Guinée, le cadre réglementaire, état des lieux, quels sont les produits exportés, quels sont les produits importés, etc. Et en plus, quels sont les secteurs qui présentent aujourd'hui un potentiel important pour les exportateurs et pour les importateurs. Alors, comme je l'ai promis au niveau de la fiche de présentation de ce webinaire, je vais essayer de quantifier ce potentiel par produit, de manière à ce que les gens sachent quels sont les produits les plus en demande et qui présentent le plus de potentiel au niveau de la Guinée. Investir en Guinée, on va voir qu'il y a un ensemble d'opportunités également à ce niveau-là. Et puis, le commerce aujourd'hui peine à se développer entre la Guinée et le Maroc en raison d'un ensemble de contraintes et de défis que je vais essayer d'inventorier au niveau de cette présentation. Et puis, je terminerai sur les considérations culturelles qui impactent le doing business. Parce que généralement, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'études qui l'ont démontré, la plupart des entreprises réussissent ou échouent à l'étranger à cause de la dimension culturelle. C'est parce qu'on ne sait pas comment se comporter avec les ressortissants du pays en question qu'on finit par les offusquer. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises en fait, qui ont payé le prix cher à cause de ce genre de méprise. Et puis, à la fin, il y a en fait une période de questions-réponses où vous aurez la possibilité de poser des questions, de faire des commentaires qui, bien entendu, iront dans le sens d'enrichir davantage la présentation et la connaissance du pays. Alors, généralement, quand on parle de faire des affaires en Afrique, la plupart des gens pensent spontanément à de grands pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, ou à des pays à fort taux de croissance comme les pays de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, etc., également les Seychelles, les Maurice, etc. Très peu de gens pensent à de petits pays, généralement pauvres, comme le Niger, le Mali ou la Guinée. Alors, dans cette présentation, on va démontrer justement que malgré les faiblesses de l'économie guinéenne, le pays présente un ensemble de potentialités économiques qui ne demandent qu'à être saisies. Alors, s'agissant de la Guinée, justement, le pays fait face à beaucoup de faiblesses qui en handicapent le développement. Alors, le pays est classé 156e sur 190 pays sur la liste de la Banque mondiale, du groupe Banque mondiale, la ligne Doing Business. Il est classé 213e sur la liste du programme national, du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, sur 228 pays en termes d'indicateurs de développement humain. Vous voyez en fait que c'est l'un des pays du dernier peloton en termes de richesse et en termes de prospérité. Ce pays fait partie toujours des 46 pays les moins avancés au monde en 2022, liste qui est établie et mise à jour chaque année par les Nations Unies. C'est un pays où 44% de la population, et c'est une estimation tout à fait prudente, parce que la situation s'est même exacerbée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, près de la moitié de la population vivait en 2019 sous le seuil de pauvreté. L'informel représentait en 2019 43% du PIB et 96% des emplois. Et l'espérance de vie à la naissance était inférieure à 60 ans. Donc, précisément, il était à 58 ans en 2019. Donc, c'est pour ainsi dire que ça n'est pas en fait un hasard que le pays ne figure pas parmi les pays qui accourent à l'esprit quand on pense à faire des affaires en Afrique. Cependant, malgré ces faiblesses, le pays dispose d'un ensemble de forces inexploitées, des forces extrêmement importantes. Donc, d'abord, il s'agit d'un pays jeune, où 64%, soit 2 Guinéens sur 3, sont âgés de moins de 25 ans. Donc, une richesse importante, parce que, comme on dit, il n'y a de richesse que d'hommes. C'est un pays qui regorge de ressources naturelles importantes. La Guinée dispose
des réserves, des premières réserves mondiales de bauxite, un minerai en fait, principal pour l'obtention de l'aluminium. 25% des réserves mondiales de bauxite, premier producteur mondial, premier exportateur mondial, excusez-moi, mais deuxième producteur mondial derrière l'Australie. Mais en termes de réserves, la Guinée dépasse de loin l'Australie. 3 millions de tonnes de réserves de fer à haute teneur qui n'est exploité qu'à hauteur de 1%. On va le voir tout à l'heure. 700 tonnes de réserves d'or. Ce sont des réserves qui sont déjà identifiées, sachant que l'identification elle-même n'est pas tout à fait précise parce qu'on fait avec les moyens du bord et le pays dispose de très importantes réserves d'or et traditionnellement le pays exportateur d'or. 40 millions de tonnes de carats de diamants, etc. En fait, tous les minerais auxquels on peut penser, la Guinée en est extrêmement riche. Fort potentiel hydroélectrique, à tel point qu'on dit généralement que le pays est le château d'eau de l'Afrique occidentale. C'est un pays à pluviométrie extrêmement élevée. Et on dit que les capacités hydroélectriques de la Guinée, si elles étaient exploitées, la Guinée serait l'un des principaux exportateurs d'électricité au monde. Le pays dispose de plus de 1100 cours d'eau, dont 3 fleuves qui prennent naissance sur le territoire ou sur les terres guinéennes, à savoir les fleuves du Niger, Sénégal et Gambie. Le pays dispose de près de 13 millions d'hectares de terres cultivables qui ne sont exploitées qu'à hauteur de 10 à 25%, suivant les régions et suivant qu'il s'agit de terres irrigables ou non. Et également, c'est un pays extrêmement ensoleillé, avec une force solaire extrêmement importante et un ensoleillement moyen annuel de entre 2000 et 2700 heures de soleil. Concernant la monographie de la Guinée, alors d'abord, j'aimerais m'attarder un petit peu sur le drapeau de la Guinée. Alors vous voyez en fait 3 drapeaux ici. Alors j'aurais été tenté en fait de vous demander lequel est le drapeau de la Guinée. Normalement, les gens font beaucoup de confusion à ce niveau-là et j'ai vu ça pas plus tard qu'il y a quelques semaines au niveau d'un hôtel casablancais qui a reçu une délégation guinéenne et qui a accroché le drapeau du Mali. Alors, le drapeau du Mali, c'est celui qui est à gauche. Alors, vous voyez en fait que ce sont les mêmes couleurs à peu près, les mêmes bandes uniformes. Les deux drapeaux portent les mêmes couleurs, sauf que le drapeau du Mali, que vous voyez à gauche, comme vous pouvez le voir ici, commence à partir de la hampe du drapeau, commence par la couleur verte, puis or, puis rouge. Alors que le drapeau du Congo, vous voyez en fait qu'il ressemble à celui du Mali, sauf qu'il est en diagonale, et celui de la Guinée vient à droite, avec le rouge en premier à partir de la hampe. En fait, on a la hampe du drapeau ici. Ça commence par le rouge, puis le jaune et enfin le vert. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs incidents diplomatiques qui ont été recensés, soit qu'on attendait un officiel guinéen à l'aéroport avec une voiture, une limousine qui porte le drapeau du Mali plutôt que celui de la Guinée, soit au niveau des hôtels, etc. Donc là, c'est quelque chose quand même qui offense les Guinéens parce qu'ils insistent beaucoup sur le classement des couleurs. Alors, 2 mots sur le drapeau de la Guinée. Alors d'abord, vous avez en fait le rouge qui réfère au sang des martyrs tombés pour l'indépendance. Le jaune réfère aux richesses, surtout aurifères, de la Guinée et également au soleil, et le vert réfère à la végétation. C'est en fait la partie, si vous voulez, en fait la partie qu'on appelle la Guinée forestière, et réfère également à l'islam, qui est la religion de la majorité écrasante, donc au minimum 85% des Guinéens sont musulmans. Donc vous voyez en fait la signification des couleurs, mais également l'ordre des couleurs sont extrêmement importants. Alors que le premier drapeau est celui du Mali, le second est celui
du Congo. Donc là, j'ai vu sur un site officiel ce drapeau du Congo à côté de celui du Maroc et en bas, on a écrit Amitié maroco-guinéenne, alors qu'il s'agit du drapeau du Congo-Brazzaville et non celui de la Guinée. Alors, le nom Guinée vient de quelle origine? Alors, les gens qui me connaissent savent très bien que je suis très porté sur tout ce qui est culture. Donc, chaque fois que je vais quelque part, je me renseigne sur l'histoire du pays, sur la signification de son nom, etc. J'ai fait une petite recherche à ce niveau-là et j'ai trouvé que le nom Guinée, on le doit à Charles Ier, Charles Ier qui était roi d'Angleterre au XVIIe siècle, qui a frappé une monnaie en or qui s'appelait guinéa. Okay. Guinea, c'est si vous voulez, l'ancêtre de la livre sterling. Et vous savez qu'en arabe, on continue d'appeler la livre sterling, on l'appelle Journée sterlini. Et nos amis égyptiens l'appellent Guinée. Alors, ça vient de Guinée, justement. Et comme l'or qui servait à frapper cette monnaie venait de l'Afrique de l'Ouest, en fait, de la côte où se trouve aujourd'hui la Guinée, Sierra Leone, Libéria, on a commencé à appeler toute cette région la Guinée, d'où les trois Guinées que vous connaissez, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Et là, en fait, je n'ai pas trouvé en fait, l'effigie de Charles Ier. Alors, j'ai pris celui de Charles II également, qui a adopté la même monnaie, Charles III également, et Georges Ier, tous les quatre plutôt, ont adopté la même livre avant que cette dernière ne disparaisse au profit de la livre que nous connaissons aujourd'hui. Alors, le nom officiel du pays est République de Guinée, avec un régime démocratique présidentiel. Le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. La capitale porte le nom de Conakry. Conakry également, à l'origine, c'était Conakry. Alors, dans le langage Sili ou Soussou, qui est le langage vernaculaire de la Guinée jusqu'à aujourd'hui, Conakry, Kona veut dire le fromager, l'arbre fromager, et Keri veut dire l'autre rive. Alors, historiquement, il y avait un petit îlot en face de Conakry, Conakry où se trouve le Conakry actuel, et il y avait un fromager sous lequel quelqu'un a ouvert une taverne dans laquelle il servait du vin, et les gens qui allaient à sa taverne disaient je vais chez Kona en fait le fromager, sur l'autre rive, Kona Keri, je vais à l'autre rive au fromager. Superficie, près de 246 000 km², donc un petit pays comparativement au Maroc, par exemple, ou à d'autres pays à superficie plus importante. Alors, fuseau horaire, c'est GMT. Population 13 millions d'habitants en 2019, donc ça a augmenté entre-temps. En fait, on fait une estimation parce qu'aujourd'hui, il y a un taux de natalité qui varie entre 6 et 10 enfants par ménage. Donc, on doit être à 14 500 à peu près. Un produit intérieur brut de 12,6 millions de dollars en 2019, ce qui donne un PIB par habitant de 926,3 dollars par habitant et par an en 2019. Alors, malgré ce taux, parce que vous savez, au niveau des Nations Unies, on définit un PMA, un pays moins avancé, sur la base d'un ensemble de critères, dont le revenu national par tête d'habitant, qui doit être égal ou inférieur à 745 dollars américains. Alors, malgré un PIB par habitant de 926, la Guinée est maintenue au niveau de cette liste des PMA en raison de la faiblesse des autres critères. Taux de croissance 5,9% en 2019, alors qu'il dépassait même les 10% en 2010. Okay. Les langues vernaculaires parlées dans la région, vous avez plusieurs langues suivant la diversité des ethnies et des tribus. Les principales langues sont le Soussou, le Malinké, le Pouliar, le Kissi, etc. Mais le français reste la langue officielle et la langue des affaires parlée par presque tout le monde au niveau du pays. La monnaie porte le nom de GNF, c'est le franc guinéen ou la Guinée Nouveau Franc, GNF. Hier, j'ai fait une petite recherche hier, un dirham équivalait à près de 1000 francs guinéens.
Donc, le calcul est facile à faire lorsqu'on se déplace en Guinée. Et il suffit de diviser par 1000 pour avoir la contre-valeur en dirhams. Alors, climat à 2 saisons, c'est un climat tropical, 2 saisons. Saison des pluies de mai à octobre avec une pluviométrie extrêmement abondante entre juin et août et une saison sèche de novembre à avril. Alors, vous voyez, c'est l'été indien, contrairement au Maroc. 4 régions naturelles, comme vous pouvez le voir sur la carte. Vous avez la Basse-Guinée, dans laquelle se trouve Conakry, et ça s'appelle en fait s'appelle Kindia, la région de Kindia. Le chef-lieu, c'est justement Kindia, qui est la deuxième ville guinéenne. La Moyenne-Guinée et la Haute-Guinée. En fait, vous voyez, la Moyenne-Guinée, c'est la Guinée qui longe la frontière sénégalaise, alors que Kindia a pour frontière essentiellement la Guinée-Bissau. Et vous avez la Haute-Guinée, qui est limitée par les frontières maliennes. Et vous avez la Guinée forestière qui longe la frontière ivoirienne et la frontière du Libéria et de Sierra Leone. Alors, les religions en Guinée, l'islam, comme je le disais tout à l'heure, est la religion de la majorité écrasante avec plus de 85%. Le christianisme, 8%. Les croyances animistes traditionnelles africaines, 7%. En plus de quelques communautés, en fait, petites communautés limitées des Baha'i, des hindous de l'Inde et des bouddhistes. Ce sont essentiellement les religions des expatriés la plupart du temps. En fait, on a quand même des communautés indiennes, sri-lankaises, kurdes, etc. Et ils ont gardé leur religion, religion initiale. Pour ce qui est du commerce extérieur de la Guinée, alors qu'est-ce que la Guinée exporte, qu'est-ce qu'elle importe? Bon, la Guinée, comme vous pouvez le voir ici sur ce tableau de TradeMap du Centre de commerce international, vous voyez que le commerce de la Guinée s'élevait en 2021 à 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars, tout produit confondu, en fait, des exportations, pas le commerce extérieur, mais les exportations. Et vous voyez que l'or et les minerais d'aluminium constituent l'essentiel des exportations guinéennes avec plus de 92%. Plus de 82% de tout ce que la Guinée exporte dans le monde provient de ces minerais, essentiellement l'or et l'aluminium. Donc la bauxite dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui fait justement de la Guinée le premier exportateur mondial et le pays qui dispose des réserves mondiales les plus importantes. Alors, quand on se penche sur les clients, les principaux clients de la Guinée, là également, on a une petite surprise. On a une forte concentration sur l'Inde et la Chine. Alors, et vous savez, en fait, ça n'est pas un hasard encore une fois, parce que ces deux pays qui constituent les deux usines du monde ont besoin d'aluminium et de minerais pour qu'ils puissent justement remplir cette fonction-là, et ils en importent de la Guinée en particulier, avec une concentration de plus de 83%. 83% de tout ce que la Guinée exporte dans le monde va à l'Inde et à la Chine. Et vous voyez, en fait, on va parler tout à l'heure des contraintes de transport. Alors, ces pays qui sont beaucoup plus éloignés que le Maroc ont pu quand même régler cette contrainte de transport en important massivement de la Guinée, mais comme on va le voir tout à l'heure également, en lui exportant en fait d'énormes quantités d'autres produits dont le pays a besoin. Concernant les produits importés, principaux produits importés par la Guinée en 2021, alors les importations sont beaucoup plus diversifiées que les exportations. Donc on a surtout des produits en fait de grande consommation, surtout le riz, le blé, mais également des produits en fait produits industriels comme des motocycles, comme les huiles moyennes et en préparation, les médicaments, les sucres, ainsi de suite. Alors là, c'est un peu plus diversifié, beaucoup plus diversifié, je dois dire, en fait, que les exportations. Mais la surprise, c'est que les fournisseurs de la Guinée sont encore une fois la Chine et l'Inde, avec, excusez-moi, avec encore une fois une très forte concentration
des importations de la Chine et de l'Inde. Et vous avez la Belgique, la Turquie, qui est notre concurrent sur le marché guinéen, la France, les États-Unis, etc. Et le premier pays africain qui arrive sur la liste, en quelque sorte, des fournisseurs de l'Inde arrive à de la Guinée plutôt, arrive à la 8e position, c'est le Sénégal, et le Maroc arrive à la 10e position, avec 97 millions de dollars, parce que les chiffres ici sont en milliers, donc 97 millions de dollars seulement, alors qu'on a un potentiel énorme quand même qu'on peut exploiter sur la Guinée. Alors, concernant plus particulièrement les échanges commerciaux Maroc-Guinée, alors d'abord, ces échanges sont encadrés par une convention commerciale et tarifaire qui a été conclue à Conakry le 12 avril 1997 et entrée en vigueur le 6 septembre 2000. Et cette convention est venue en remplacement d'une autre qui a été signée en 1979. Alors cette convention plutôt, comporte deux listes. Liste A, les produits qui sont originaires et en provenance du Maroc et qui peuvent entrer en Guinée en franchise et droits de douane. Et liste 2, les produits originaires et en provenance de la Guinée et qui peuvent entrer sur le marché marocain en franchise et droits de douane. Alors, si vous voulez bien, on va y jeter un coup d'œil pour voir quels sont les produits qui sont originaires et en provenance du Maroc et qui peuvent être exportés en franchise et droits de douane sur le marché guinéen. Alors, rapidement, nous avons d'abord, la plupart des produits sont des produits agroalimentaires qui sont annexés à cette convention. Alors, le lait, produits dérivés du lait, fromage, les fleurs, légumes et plantes potagères. Vous voyez en fait que la plupart des produits sont essentiellement des produits agricoles et agroalimentaires. Mais on arrive à la page 3 où l'on a des produits industriels également. Donc, on commence là à parler des produits industriels, d'un certain nombre de produits industriels. À la page 4 plutôt. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les phosphates, les sulfates de barium, les marbres, gypse et anhydrite, les clinkers, les minerais métallurgiques, en fait, qui ne sont pas disponibles sur place. Vous avez le fer. Alors, le fer ici qu'on exporte du Maroc, il est transformé, alors que le fer qu'on fait venir de la Guinée est en minerai brut, il n'y a pas de transformation sur place. Les huiles lubrifiantes, les huiles de graissage, l'acide phosphorique, etc. Et qu'est-ce qu'on peut importer de la Guinée? Les produits qui peuvent entrer en franchise et droits de douane sur le marché marocain. Vous voyez que ça date de janvier 2022. En fait, la liste est périodiquement mise à jour. Alors, les produits qu'on peut importer librement de la Guinée, les poissons d'ornement, les thons à nageoires jaunes congelés, lista au bonite. Vous avez en fait les produits de la mer en particulier, les crevettes, les sèches, poulpes. Alors, vous voyez que ce sont des produits dont l'industrie marocaine de traitement et de valorisation des produits de la mer a besoin. Les racines de manioc, patates douces, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, vous voyez plein de produits qu'on peut importer, en fait, sans payer de droits de douane, en franchise de droits de douane, de la Guinée. Alors, bien entendu, je crois que la SMEX va partager avec vous cette présentation. Vous aurez accès à ces listes librement. Alors, les produits doivent soit être entièrement obtenus dans l'un des deux pays. Lorsqu'on fait venir, par exemple, un produit végétal ou un produit agricole de la Guinée, il doit être entièrement obtenu en Guinée, ou pour des produits transformés, y compris pour la transformation agroalimentaire, la valeur ajoutée locale doit être au moins de 40% des parts usines. Donc, on ne calcule pas le transport d'approche jusqu'au port, etc. 40% des parts usines, c'est le taux minimum pour que le produit puisse être réputé originaire de l'un des deux pays. Et bien entendu, pour que le produit puisse bénéficier de la franchise de droits de douane, il doit être accompagné d'un certificat d'origine. Alors là, il y a un bémol, une petite précision que je dois apporter. Selon la convention commerciale, au Maroc, c'est l'administration des douanes qui délivre le certificat d'origine pour attester de l'origine marocaine des produits exportés par le Maroc. En Guinée, c'est le CAFEX
le centre d'appui et de formalité à l'export qui doit délivrer le certificat d'origine. Or, depuis 2 ou 3 ans, le CAFEX n'existe plus. Le CAFEX a été démantelé et ses prérogatives ont été transférées entièrement à l'AGIPEX, qui est l'Agence guinéenne de promotion des exportations. Le problème, c'est que cette mise à jour ou cette transformation, cette modification n'a pas été portée à la connaissance des autorités marocaines, ce qui fait que dans la pratique, la douane marocaine continue d'exiger un certificat d'origine émis par le CAFEX, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un problème qui est en cours de résolution. Pas plus tard que la semaine dernière, on était justement en train de voir comment en fait, mettre à jour cette exigence au niveau de la douane marocaine pour qu'il n'exige plus un document établi par le CAFEX, mais par l'AGIPEX. Alors, quelques atouts dont le Maroc dispose par rapport à ses concurrents. Et par ses concurrents, j'entends ici essentiellement les concurrents non continentaux, comme la Turquie, l'Espagne, la France, le Portugal, mais également l'Inde et la Chine, mais également quelques concurrents continentaux comme la Tunisie et l'Égypte. Alors, proximité géographique et appartenance continentale. Bon, quand je dis la Tunisie et l'Égypte, ils appartiennent également au continent, mais en termes de proximité géographique, nous sommes plus proches d'eux et nous sommes plus proches que tous les autres concurrents. Nous avons d'excellentes relations, fortes, indéfectibles et séculaires avec la Guinée, qui est non seulement un pays ami, mais un pays allié. Donc, la Guinée a de tout temps en fait, appuyé nos positions politiques dans les différentes organisations internationales. Relations cultuelles et confrériques. Un culte, je parle ici des confréries Tijani, par exemple, qui est la confrérie très présente en Guinée, mais également dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, ça va jusqu'au Nigeria. Et c'est une confrérie qui joue un rôle extrêmement important dans le rapprochement entre les deux pays. Présence d'une forte communauté marocaine, pas seulement en Guinée, mais également dans les pays limitrophes et en particulier au Sénégal. Il y a plusieurs commerçants marocains qui seraient en quelque sorte une tête de pont pour en quelque sorte renforcer la présence des produits marocains sur le marché. Dessertes régulières et directes par Royal Air Maroc. Alors, contrairement à d'autres concurrents, continentaux cette fois-ci, Royal Air Maroc a une ligne directe et quotidienne sur Conakry. Alors, je sais que Air France également en a une, Turkish Airlines en a une. Parfois, ils offrent des prix, des tarifs qui sont imbattables, mais avec une escale à Istanbul ou à Paris. Donc là, même avec un coût peut-être identique ou légèrement supérieur parfois, mais souvent aussi inférieur, quand même on doit rendre à César ce qui appartient à César. Le Maroc a un transit time beaucoup plus intéressant que lorsque le produit passe par la Turquie ou passe par Paris. Desserte par transport routier et maritime. Et au fait, quand je parle de cette desserte régulière et directe, il n'a été suspendu que lorsque le Maroc avait suspendu ses vols en raison de la pandémie. Alors, même quand Ebola sévissait en Guinée, le Maroc avait maintenu les vols Conakry-Casablanca et Casablanca-Conakry. Il était la seule, Royal Air Maroc était la seule compagnie qui avait maintenu ces vols. Et ça a été beaucoup apprécié par les Guinéens et à chaque réunion officielle, les Guinéens ne manquent pas de le rappeler. Desserte par transport routier et maritime. Là aussi, c'est très important parce que, contrairement à d'autres pays, le Maroc a la possibilité d'acheminer ses produits par voie routière, alors que, par exemple, la Tunisie, l'Égypte ne peuvent pas le faire et les Européens peuvent le faire, mais avec un transit time supérieur et avec un coût généralement supérieur. Présence bancaire en Guinée et dans la sous-région. En fait, je parle de la sous-région, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Mali, je parle du Sénégal, où il y a une présence des 3 banques, Bank of Africa, Tijari et la BCP. Mais en Guinée, on a pour le moment, à ma connaissance, il n'y a que la BCP, la banque maroco-guinéenne, la Banque populaire maroco-guinéenne, qui est active en Guinée.
Bon, j'espère qu'il y a d'autres banques également qui décideront de s'installer en Guinée pour permettre aux exportateurs et aux importateurs marocains de renforcer leur présence dans la région. Quels sont les secteurs à fort potentiel pour les exportations marocaines? En fait, ça, c'est peut-être le temps fort de la présentation, puisque j'imagine que la plupart de ceux qui participent à ce webinaire sont à la recherche d'opportunités à l'exportation sur le marché guinéen. Alors, quels sont les produits qui présentent le potentiel le plus important sur le marché guinéen? Alors, pour cela, je vais encore utiliser les outils d'analyse de marché du Centre de commerce international. Vous voyez qu'on a une liste importante de produits qui présentent un potentiel important. Vous avez les préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprat ou espro, les ciments non pulvérisés, sucre de canne aux betteraves, voitures de tourisme et autres véhicules conçus, engrais minéraux et chimiques, sacs aux nappes de fibres de cellulose, etc. Les conducteurs électriques, préparation et conserve de poissons, réservoirs à récipients similaires en aluminium, etc. Chaussures, les oignons, les échalotes, le couscous, etc. Sur la slide suivante, on va voir beaucoup plus en détail ce potentiel. D'accord? Alors, vous avez déjà, en fait, vous voyez que le potentiel actuel pour les préparations et conserves de sardines, sardinelles espro n'est exploité actuellement qu'à hauteur de 52%. 52%, alors qu'il reste énormément de choses à faire. Vous voyez en fait la grandeur de ce qui reste à faire. Alors, si on va au tableau interactif lui-même, sur le site du Centre de commerce international, alors vous avez ici le Maroc, par exemple, aujourd'hui exporte 9,8 millions de dollars de préparation de conserve de sardines, sardinelles, etc., alors qu'il reste un potentiel inexploité de 9 100 000 dollars minimum. Encore une fois, je dois le rappeler, on est extrêmement prudent au niveau des calculs des potentiels à ce niveau-là. Donc, il y a énormément de choses à faire pour les préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprat ou espro. Alors, quand c'est normalement, on marque ici 100%, ça ne veut pas dire que le marché est saturé. Ça veut dire que la capacité d'exportation des Marocains est utilisée sur d'autres destinations et qu'il serait très intéressant, que vous pouvez voir ici, en fait, à côté de ce petit renvoi, nous dit qu'il est possible, en fait, de détourner les exportations vers d'autres régions sur la Guinée, mais il est également de développer des produits de niche pour qu'on puisse répondre aux besoins non actuellement satisfaits du marché guinéen. Alors, vous voyez en fait les voitures de tourisme et autres véhicules conçus pour le transport de personnes, les Dacia, les Sandero, etc., que le Maroc exporte aujourd'hui en France et sur d'autres pays, se retrouvent sur le marché guinéen aujourd'hui, mais grâce aux Français, hein, que le Maroc n'exporte pas directement ou très peu sur ce marché, alors qu'il y a un potentiel extrêmement important pour l'exportation de ces voitures sur le marché de la Guinée. Alors, le sucre de canne aux betteraves et saccharose chimiquement pur et à l'état solide, là également, il y a un important potentiel. Alors, comme on peut le voir, il y a plein de produits, comme on l'a vu sur la liste précédente, qui démontrent que le Maroc dispose d'un important potentiel sur la région. Si on lit le petit compte rendu en bas, on vous dit que les produits qui présentent le plus de potentiel sur le marché, encore une fois, préparation et conserve de sardines, sardinelles, sprat ou espro, ciment non pulvérisé et sucre de canne aux betteraves et saccharose, chimiquement pur, préparation et conserve de sardines, sardinelles, etc., avec un autre code du système harmonisé, etc. Donc, il y a plein de produits qui présentent un potentiel extrêmement important sur le marché guinéen, sur la base de ce que la Guinée importe aujourd'hui d'autres pays, mais également sur la base de ce que le Maroc peut exporter sur la Guinée. Alors, les secteurs à fort potentiel pour les importations marocaines. Qu'est-ce que le Maroc peut importer de la Guinée? Alors, vous avez vu que c'est un marché porteur pour nos exportations, mais il est également, et peut-être davantage, pour nos importations.
Alors, au niveau des importations, qu'est-ce qu'on a? On a un certain nombre de produits comme son remoulage de froment à 33%, 33% exploités seulement, alors que 67% ne sont pas exploités. Déchets et débris de fer, d'acier non déclarés ailleurs, exploités seulement à 5%. Café non torréfié, on va voir que ça représente un énorme potentiel, mais pour certaines variétés de café. Autres poissons congelés, on peut les importer. Donc, le Maroc n'en importe pas beaucoup aujourd'hui de la Guinée. Alors, il y a quelques années, j'ai fait une étude sur la régularisation des approvisionnements halieutiques de l'industrie de traitement et de valorisation des produits de la mer au Maroc. Et bon, vous voyez que lorsque le poisson se raréfie dans les côtes marocaines, il est possible en fait de l'importer d'autres pays, dont la Guinée, qui capturent beaucoup, mais qui n'en transforment pas beaucoup. Donc, il y a moyen en fait de se ressourcer auprès de la Guinée. Graines de sésame également. Mais d'une manière générale, en fait, les produits agricoles que la Guinée exporte, ou pour lesquels la Guinée est connue en tant qu'exportateur. Alors, on a la mangue, la papaye, l'ananas, le gingembre, les noix de cajou et les bananes. Ce sont les produits, en fait, pour lesquels la Guinée est très connue, sachant qu'il est connu également pour d'autres produits comme les graines de sésame, etc. L'oxyde d'aluminium, le caoutchouc, le coton, etc. sont des produits également que l'industrie marocaine pourrait importer pour en fait, ses approvisionnements. Alors, investir en Guinée, quelles sont les opportunités? Alors, je m'excuse d'aller vite là parce que bon, je voudrais quand même respecter le temps qui m'est imparti et laisser suffisamment de temps pour la discussion. Alors, la Guinée présente des opportunités non seulement pour les exportateurs et les importateurs, comme nous l'avons vu, mais également pour les investisseurs. C'est un pays qui exporte, comme vous l'avez vu, beaucoup de minerais, beaucoup de produits agricoles à l'état brut, sans transformation. Alors, il y a possibilité d'investir dans la transformation de ces minerais, de ces produits agricoles, mais pas seulement, parce qu'il y a au moins 6 secteurs qui sont extrêmement porteurs pour l'investissement en Guinée. Alors d'abord, pourquoi investir en Guinée? Parce que la Guinée s'est dotée récemment de tout un arsenal d'incitations pour encourager l'investissement. Alors, il y a une agence qui a été créée justement pour ce faire, qui s'appelle APIP, l'Agence de promotion des investissements privés, APIP. Alors, pardon. Aujourd'hui, il est possible, ça n'était pas le cas il y a quelques années, aujourd'hui, il y a libre accès à la propriété immobilière et aux concessions, y compris les concessions minières, les concessions aurifères, les concessions de diamants, etc. Donc, il est possible de demander une licence pour avoir sa propre concession et commencer à se donner une activité extractive ou transformatrice des minerais. Liberté de posséder jusqu'à 100% des actions d'une entreprise. Donc, il n'y a plus de contraintes à ce niveau-là. Parce qu'avant, en fait, ce n'était pas le cas. La majorité devait appartenir aux Guinéens. Liberté de transférer à l'étranger des bénéfices après impôts et dividendes. Protection contre toute mesure de nationalisation et si jamais il y a expropriation pour des raisons d'utilité publique, il y a juste compensation de l'investisseur. Exonération douanière pouvant aller jusqu'à 10 ans sur l'équipement, les matières premières importées, les intrants, etc. Pour ces entreprises qui sont créées par les étrangers. Alors, d'une manière générale, quand on parle de l'investissement, on parle d'au moins 6 domaines. En fait, ici, vous voyez en fait, l'auteur de ce graphique parlait de 5 domaines. J'en ai ajouté un 6e. 6 domaines pour lancer un business en Guinée pour pouvoir justement tirer profit des potentialités énormes du pays. Quels sont les 6 domaines? D'abord, l'agriculture. Alors, je vous ai dit que 13 millions d'hectares sont aujourd'hui exploités à hauteur de 10 à 25%
de leurs capacités, alors qu'il y a plein de terres arables qui ne sont pas exploitées. Alors, le gouvernement donne des incitations et des conditions favorables pour permettre justement l'exploitation de ces ressources agricoles. Donc, les principales activités porteuses, prometteuses à ce niveau-là sont la culture fruitière, alors tout ce qui est ananas, surtout dans la région du Kindia. Et là, juste pour votre information, il y a les Émiratis qui sont en train de monter un méga projet dans la région de Kindia pour développer la culture de l'ananas parce que c'est une culture extrêmement prometteuse dans la région, mais également la mangue et la banane. Alors, il y a les Israéliens également qui s'y intéressent, d'accord, et d'énormes potentialités à ce niveau-là. Alors, la création et le développement des pôles agricoles, là également, il y a plein de choses à faire pour les investisseurs. Les unités de transformation, là, c'est un gros chapitre pour la création d'unités de transformation, pour transformer les produits agricoles de la Guinée. Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui disait qu'il serait très intéressé par l'importation au Maroc du concentré d'ananas, alors qu'il n'y a personne aujourd'hui en Guinée qui le fait. Et cette information m'a été confirmée par d'autres investisseurs également qui seraient disposés à se lancer dans cette filière parce qu'elle est extrêmement intéressante. Donc, faire du concentré d'ananas, de mangue, de papaye, de banane sur place et l'exporter au Maroc, l'exporter un peu partout dans le monde, pas seulement au Maroc. Alors, les cultures maraîchères également présentent de nombreuses opportunités et puis la réalisation d'infrastructures, d'équipements de conservation et de conditionnement comme les stations de conditionnement, comme les tunnels de congélation, etc. Il y a plein de choses à faire au niveau de l'agriculture. Quand on est infrastructures, alors la Guinée est un pays qui se modernise lentement mais sûrement. Il reste énormément de choses à faire au niveau du bâtiment, des travaux publics, au niveau de la construction des routes, des infrastructures portuaires, parce que le seul port aujourd'hui qui répond à certains standards internationaux est celui de Conakry, qui est extrêmement congestionné aujourd'hui et on est en train de l'agrandir et on est en train également de construire 2 autres ports, Bokeh et Benti, pour pouvoir justement décongestionner le port de Conakry. Et on voudrait faire de la Guinée le hub de la sous-région en termes de transport de marchandises et on ambitionne également de recevoir les importations maliennes par voie maritime, parce que vous savez que le Mali est un pays enclavé et aujourd'hui, tout ce que le pays importe par voie maritime provient essentiellement d'Abidjan, par le port d'Abidjan, transite par le port d'Abidjan. Donc, on voudrait que ce soit le port de Conakry, justement, qui assure cette fonction. Alors, les routes et les voies ferroviaires, les voies ferrées, un autre chapitre extrêmement important parce que je vous le dirai tout à l'heure quand je parlerai des conditions de transport. Les routes sont dans un état déplorable un peu partout dans le pays et en particulier entre la Guinée et le Mali et entre la Guinée et le Sénégal. Ce sont 2 voies qui sont généralement empruntées par les camionneurs marocains qui vont en Guinée. Alors, le problème, c'est que beaucoup de camionneurs marocains ne veulent pas arriver aujourd'hui jusqu'à Conakry. Alors, ils déchargent la marchandise à Dakar et par la suite, les Guinéens viennent la chercher à Dakar. Donc là, il y a également beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Les matériaux, équipements de construction, les centres urbains, etc. Autant de projets qui constituent des opportunités pour des investisseurs dans les infrastructures au niveau de la Guinée. Pour ce qui est des mines, que je vous ai dit tout à l'heure que plus de 92% de ce que le pays exporte provient de 2 minerais, la bauxite et l'or. Alors, on vous rappelle ici quelques chiffres. On vous dit que la bauxite, en fait, les plus grands gisements de bauxite au monde sont en Guinée avec ce qui est identifié, encore une fois, parce que, comme je vous dis,
bon, l'identification n'est pas tout à fait précise, donc qui est déjà identifié, 40 milliards de tonnes, dont au moins 1% sont exploités aujourd'hui avec une teneur supérieure à 40%, qui est en fait une bauxite d'excellente qualité. Alors, les minéraux de base, vous avez en fait 40 millions de tonnes de calcaire et 75 millions de tonnes de minéraux de base. Diamant, 30 millions de carats. Et là, également, je vous rappelle que je suis en train de parler juste des réserves qui sont officiellement identifiées. Le fer, les plus grands gisements de fer inexploités au monde, avec 20 milliards de tonnes de réserves. Et l'or, un potentiel aurifère identifié, estimé à 700 tonnes de réserves actuelles qui sont largement inexploitées. Alors, vous voyez ici la carte du pays avec les différentes régions et les ressources minières dont ces régions disposent. Vous avez en fait la bauxite dans toute cette région-là. Vous avez le fer ici à la frontière avec la Côte d'Ivoire. À la frontière avec le Mali, vous avez l'or. Et ici, vous avez le corondum. Vous avez les diamants ici et ici, de plusieurs régions. Vous avez le nickel également, et vous avez d'autres minerais de moindre importance, mais encore une fois, l'exploration complète des pays est loin d'être faite, ce qui fait que en fait, la Guinée est connue pour être l'un des pays les plus riches au monde en minerais. Donc là, il y a toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour que le pays puisse se développer pourvu que l'on sache exploiter ces différentes opportunités. Alors, opportunité d'investissement dans l'énergie, c'est un pays également, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est riche en ressources hydriques et hydroélectriques. C'est un pays très ensoleillé. L'énergie éolienne également est très présente et également la biomasse, donc autant d'opportunités pour les investisseurs. Alors, l'éthique, les technologies d'information et de communication, le pays est l'un des pays du monde qui connaissent le taux d'accélération le plus élevé en termes de connexion à Internet et en termes d'équipement en smartphone. C'est devenu une manie. Si vous avez l'occasion d'aller à Conakry, vous allez trouver que tout le monde en fait, a les yeux fixés sur son smartphone, tout le monde est en train de chercher des informations et tout. Aujourd'hui, ça devient quelque chose en fait, d'incontournable. Alors là, il y a plein de choses à faire également, aussi bien pour les entreprises de services que pour les entreprises de produits électriques et électroniques, même au niveau de la formation de la main-d'œuvre, etc. Plein d'opportunités sur le marché. Tourisme, alors un pays qui s'est découvert une vocation touristique également, et on est en train d'investir massivement dans la construction de chaînes hôtelières, dans les parcs écologiques, les parcs thématiques, dans les plages aux normes internationales, mais également dans les safaris, parce que je vous ai parlé tout à l'heure des 4 régions, la Guinée forestière. En fait, on est en train de développer des safaris dans des parcs naturels de la région. Alors, cela dit, malgré toutes ces potentialités, il reste un nombre incommensurable parfois de défis et de contraintes qui empêchent le développement des échanges entre le Maroc et la Guinée. Alors, il vaut mieux quand même qu'on en soit conscient. Alors, premièrement, il y a la difficile adaptation aux mentalités et spécificités africaines. Nous avons exporté sur le marché européen tellement longtemps qu'on est en quelque sorte programmé sur le marché européen. Et quand il s'agit d'exporter ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'adapter à ces nouvelles mentalités et qui disent j'ai un produit qui s'exporte très bien en Europe, il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'exporte pas en Guinée ou dans un autre pays africain. Or, rien n'est moins vrai parce que en fait, le consommateur ou l'acheteur ou le client africain est un client qui commence à devenir extrêmement sophistiqué avec des goûts différents.
avec des attentes différentes du consommateur européen auquel on est habitué. La deuxième contrainte est un corollaire de la première. Parfois, je suis désolé de le dire, mais parfois, il y a des gens qui perçoivent le marché comme étant un marché de seconde classe, un marché moins sophistiqué. Ils disent, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Si j'ai un produit qui passe très bien au marché européen, il n'y a pas de raison pour que ça ne passe pas en termes de qualité, en termes de conformité, pour que ça ne passe pas au niveau du marché africain. Or, comme je vous ai dit, ces deux contraintes empêchent souvent les exportateurs de faire leur devoir d'étudier le marché, d'identifier les attentes, d'identifier les besoins des consommateurs. Donc, il s'agit de connaître le marché avant d'y aller. C'est une condition sine qua non pour pouvoir y réussir et ça va permettre à l'entreprise de ne pas avoir de surprises désagréables au moment où il commence à exporter. Alors, conditions et coûts de transport, alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en considération parce que quand bien même nous sommes un pays qui est proche géographiquement de la Guinée que la Turquie ou que l'Inde ou que la Chine, le transport se fait dans des conditions qui sont coûteuses et le transport se fait parfois dans des conditions difficiles, surtout lorsqu'il s'agit du transport routier. Je reviendrai dans quelques minutes. Le coût de l'emballage, là également c'est un corollaire de la contrainte précédente parce que quand vous conduisez sur des routes qui sont complètement cassées, complètement déglinguées, qui sont accidentées, bien entendu il vous faut un emballage qui résiste, un emballage qui protège le produit. Bien entendu, qui dit emballage résistant et qui protège le produit dit un coût supplémentaire. Donc le coût de l'emballage reste également un coût assez prohibitif. Et puis les problèmes de paiement, à mon avis, c'est un problème qui est souvent invoqué par les exportateurs. Moi, je pense qu'il s'agit davantage d'un faux problème que d'un vrai. J'étais avec un exportateur l'autre jour et on était en train de parler de plein de choses et puis je lui dis les problèmes de paiement et tout. Il m'a dit, contrairement à ce qu'on pense, ce sont mes clients africains qui me payent. Les problèmes de paiement, je les rencontre sur le marché local et pas en Afrique. Donc, les clients payent bien pourvu que l'on sache comment s'y prendre. Donc, il faut choisir le mode de paiement qui vous protège le plus et que vous sachiez quelles sont les précautions à prendre quand vous êtes en train de négocier votre contrat commercial ou vous êtes en train de négocier les conditions de livraison, etc. Donc, voici en fait quelques défis et contraintes qui s'opposent aux exportateurs, mais également aux importateurs à partir de la Guinée. Alors, transport maritime, à titre d'information, aujourd'hui, il y a une ligne indirecte par CMA-CMG qui fait un départ par semaine de Casablanca à Conakry, mais avec transbordement à Tangimed ou à Algeciras. Donc, le transit time est entre 11 et 14 jours si le transbordement se fait à Tangimed et environ de 16 jours si le transbordement se fait à Algeciras. Le problème sur la Guinée, c'est que l'espace du fret disponible est limité parce que ces bateaux ne desservent pas uniquement la Guinée. Ce sont des bateaux qui longent la côte ouest de l'Afrique, qui vont jusqu'à Abidjan, qui vont à Lomé, qui vont dans d'autres ports. Et le fret qui est disponible sur Conakry est généralement limité. Et un autre problème dont je pourrais parler par la suite, c'est que généralement, les bateaux déchargent leur cargaison en descendant vers l'Afrique de l'Ouest, ce qui fait que lorsqu'ils déchargent à Conakry, lorsque vous êtes exportateur, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais lorsque vous êtes importateur, les navires qui accostent à Conakry chargent votre marchandise et continuent sur Abidjan, sur Lagos, sur d'autres ports avant de remonter. Alors, si vous avez un produit périssable, bien entendu, il va séjourner dans le bateau pendant une durée encore beaucoup plus longue, ce qui pourrait en affecter la fraîcheur et parfois même le pourrir, hein, le rendre impropre à la consommation. Alors, parfois, il y a des retards très longs au port de Conakry, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, un port qui est extrêmement congestionné. Aujourd'hui, on est en train de l'agrandir et de le moderniser. Concernant le transport à partir de Tangimed, alors vous avez à l'export, vous avez 3 départs hebdomadaires, vous avez en fait weekly, 3 départs hebdomadaires avec un transit time qui va de 8 jours à 23 jours.
dépendamment encore une fois de l'escale qui est fait par le navire quelque part ou pas. Et puis à l'import, on a deux navires, en fait deux lignes hebdomadaires encore une fois, et la durée varie entre 7 jours et 19 jours, suivant encore une fois que le bateau va à Algeciras ou à un autre port européen avant de revenir à Tanger Med ou pas. Parce qu'il y a des bateaux qui vont par exemple à Cadiz ou qui vont même à Barcelone, qui déchargent et rechargent, et puis sur leur descente, ils passent à Tanger Med. Donc là, ça prend beaucoup plus de temps, que ce soit au niveau de l'importation et de l'exploitation. Donc si vous êtes exportateur ou importateur, demandez quel est le trajet du navire et quel est le transit time de manière à ne pas avoir de surprise, surtout si vous importez ou exportez des produits périssables. Concernant le transport aérien, donc, la Royal Air Maroc ne met pas actuellement d'avions cargo sur la ligne Conakry. Il y a des avions cargo sur Ouagadougou, sur Bamako. Il n'y en a plus sur Dakar, d'après mes informations. Et il n'y en a pas sur Conakry. Donc aujourd'hui, on utilise des vols réguliers sur des 737, même pas des Dreamliners, qui ont des espaces de fret qui sont limités, qui sont difficiles à prévoir, puisqu'il s'agit d'avions passagers qu'on utilise aujourd'hui, avions passagers, et sur les avions passagers, la priorité est donnée aux bagages des passagers. Et ça m'a été dit d'ailleurs par les responsables de Royal Air Maroc, il ne faut pas s'attendre à ce que vos produits soient transportés de Conakry, en fait je parle de la ligne Conakry-Casablanca plutôt que de Casablanca-Conakry, il ne faut pas s'attendre à ce que vous puissiez avoir du fret disponible entre juillet et septembre. Donc cette période estivale où la priorité est donnée aux bagages des passagers. Et comme la Royal Air Maroc dessert également l'Amérique du Nord, il y a beaucoup de Guinéens qui prennent la ligne Royal Air Maroc, la ligne Conakry-Casablanca, pour continuer par la suite sur le Canada ou les États-Unis ou d'autres pays. Alors, à titre indicatif, ça change tout le temps, et puis à titre indicatif, donc il y a quelques semaines, le kilogramme Conakry-Casablanca pour le frais, comme la mangue ou l'ananas, était de 1,06 € et 2 € pour les autres produits, surtout les produits transformés. Alors, pour le routier, à partir du Maroc, d'ailleurs, c'est un avantage dont le Maroc dispose par rapport à d'autres pays, mais le principal problème, c'est l'état des routes. Donc, je ne sais pas si M. Saad Arras est avec nous, il pourra par la suite apporter des informations au niveau du débat s'il veut bien, s'il y a des questions par rapport à ça. Mauvais état des routes, Saad Arras est le responsable de la zone Afrique chez Timar, qui dessert justement cette région. Retour fréquent à vide, à partir de Dakar ou de Conakry, etc. Ce qui fait que généralement le transporteur facture presque le double du fret aller. Alors actuellement, c'est environ 12 400 €. Alors si on peut par exemple trouver du fret pour remplir le retour, donc ça vous reviendrait à moitié prix. Donc là, beaucoup de camions sont obligés de retourner à vide du fait justement de l'absence de volume de marchandises à transporter. Alors, imprévisibilité du transit time en raison des arrêts aux postes frontières. Donc, on arrive à la frontière avec la Mauritanie, avec le Sénégal, etc. Et on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre pour accomplir les formalités et traverser le pays. Et puis, il y a des problèmes de sécurité qui obligent les camionneurs à se faire escorter par des militaires. Et bien entendu, ça engendre des coûts supplémentaires qui viendront grever le coût de transport. Et en plus de ça, il y a des camionneurs, en fait, des entreprises de transport routier qui privilégient ou qui préfèrent transporter des produits acheminés d'Europe, puisqu'ils font également l'Europe. Donc, ils emmènent des produits espagnols ou français et ils continuent sur l'Afrique, que ça leur revient beaucoup plus intéressant, beaucoup plus juteux que de prendre du fret du Maroc et de l'emmener en Guinée. Et idem sur le retour. Donc, ils prennent du fret, par exemple, du Sénégal ou d'ailleurs, qu'ils emmènent en Europe. Ça leur procure plus d'argent que de venir à vide et puis de passer à Dakhla
chargé du poisson avant de venir à Casablanca parce que, bon, on fait un calcul rapide et on trouve qu'ils ont intérêt à rentabiliser leur flotte de camions en prenant la cargaison sur une plus grande distance. Alors, je termine sur les aspects culturels et les bonnes pratiques parce que je vous ai dit que bon, la culture constitue quand même un important levier de faire des affaires un peu partout dans le monde, à tel point qu'il y a un ouvrage de David Ricks en 1986 qui a fait des méprises culturelles ou de la non-prise en considération de la dimension culturelle la principale raison d'échec des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, sur les marchés étrangers. Alors, quelques conseils pour voyager en Guinée et faire des affaires avec les Guinéens. Alors, je commencerai déjà par voyage d'affaires. Alors, avant d'entrer en Guinée, vous devez respecter les franchises des produits à emmener avec vous. Alors, juste à titre d'information pour le moment, les voyageurs, je suis désolé, il y a des petits bestioles là qui me dérangent, hein, désolé. Alors, il y a aujourd'hui, les voyageurs sont autorisés à emmener en franchise, emmener avec eux 1000 cigarettes, 250 cigares ou 1000 grammes, 1 kilo de tabac. Et puis, ils sont autorisés également à emmener avec eux une quantité raisonnable de parfums à usage personnel. Et pour les non-musulmans, une seule bouteille de vin à condition qu'elle soit déjà ouverte. Donc sinon, on l'ouvre de manière à en fait, avoir la certitude qu'elle ne sera pas revendue une fois arrivé en Guinée. Alors, ayez toujours votre passeport sur vous, c'est important, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, en particulier au Maroc. Vous risquez d'être arrêté par la police et puis ils vous demanderont votre passeport. Si vous ne l'avez pas avec vous, vous risquez d'avoir des problèmes. Alors, généralement, les pourboires ne sont jamais inclus, sauf dans certains restaurants. Si c'est le cas, on vous l'indique. On met sur l'étiquette frais de service, on les indique. Sinon, il va falloir, on s'attend à ce que vous remettiez un petit pourboire au serveur, généralement 10% de la facture. Alors, pour changer votre monnaie, évitez le marché noir. Pour deux raisons. D'abord parce que vous risquez d'échanger vos dollars ou vos euros contre de faux francs guinéens. Et si la police vous arrête, vous risquez de payer des pénalités et d'aller même en prison. C'est quelque chose quand même qui est fortement déconseillé. Ne prenez pas de photos des sites sensibles comme les commissariats de police, les casernes, l'aéroport à l'intérieur, en fait, l'aéroport, l'aire de fret, etc. Et des personnes également sans leur consentement. Demandez toujours l'autorisation avant de prendre des photos parce qu'il y a des étrangers qui se sont retrouvés en prison. Surtout des Canadiens, en fait, je connais l'histoire de Canadiens qui se sont retrouvés en prison et les prisons ne respectent pas les conditions d'hygiène qu'on connaît dans le pays ou dans les pays développés. Alors, au départ de Guinée, si vous achetez des diamants ou de l'or, demandez une licence spéciale. Bon, le vendeur, s'il s'agit d'un magasin spécialisé, vous aidera à obtenir cette licence de manière à ce que vous puissiez voyager avec. Sinon, l'or ou les pierres précieuses risqueraient d'être confisquées et vous risquerez de payer des amendes ou parfois même de vous retrouver en prison avec des charges de contrebande de pierres précieuses et de l'or. Alors, les Guinéens s'identifient fortement à leur famille et à leur ethnie et ils accordent beaucoup d'importance aux relations personnelles avant les affaires et également ils sont très fatalistes. Alors, quand quelque chose arrive, ils prennent ça, je dirais, sportivement, avec fair play en disant c'est maktoub, c'est fatal, on ne peut pas y échapper. Ils sont très fatalistes. Vous allez me dire, les Marocains également le sont, mais pas tous, mais les Guinéens sont dans leur grande majorité des fatalistes. Alors, pour saluer, il faut faire très attention à ça parce que on n'a jamais, comme on dit, on n'a jamais
une seconde chance pour donner une première bonne impression. Et la première impression vient avec le salut. Donc, si vous saluez mal les Guinéens, ils risquent d'être offusqués. Donc, ils prennent beaucoup ils prennent ça à cœur que d'être bien salués, quand bien même vous ne les connaissez pas. Si vous prenez un taxi, vous devez saluer correctement le chauffeur du taxi. Alors, quand vous achetez quelque chose, par exemple le marché, vous devez saluer correctement le vendeur. Alors, si vous ne le faites pas, vous risquez de donner une très mauvaise image de vous-même. Et les gens peuvent être offusqués. Alors, en petit groupe, si vous trouvez, par exemple, si vous êtes dans une réunion, une dizaine de personnes ou une douzaine de personnes, vous devez serrer la main à tout le monde. Et ne vous contentez pas de dire salam alaikum, comme on le dit en Guinée, hein, c'est la manière de saluer. Vous devez serrer la main à tout le monde. Alors, les gens vous posent des questions, vous poseront des questions et s'attendent à ce que vous leur posiez également des questions sur la santé, comment va la santé, comment va la famille, etc. Et ces questions sont une formalité. Les gens ne s'attendent pas à ce que vous leur racontiez votre vie. Si on vous dit comment vous allez, comment va votre santé, comment va la famille, on s'attend à ce que vous leur disiez oui, tout le monde va bien, alhamdoulilah, c'est tout. Donc, n'entrez pas dans les détails, ne prenez pas les questions pour des questions vraies. C'est une façon de briser la glace. Une poignée de main, comment on se salue, une poignée de main ferme suit ces questions. Donc, on pose ces questions et puis on vous salue en vous serrant la main. Alors, si vous êtes un homme, laissez à la femme l'initiative de vous tendre sa main. Sinon, il y a des femmes qui ne saluent pas, qui ne serrent pas la main aux hommes. Laissez à la femme le soin ou l'initiative de tendre sa main en premier. Dans tous les actes sociaux, n'utilisez pas votre main gauche. Pour donner un cadeau, pour pointer du doigt, pour serrer la main, n'utilisez pas la main gauche. Mais beaucoup de Guinéens, avant en fait, de vous quitter, vont vous tendre la main gauche. C'est pour vous dire, j'aimerais bien ou je souhaiterais bien vous revoir un jour. Alors, c'est un signe de fraîcheur, c'est un signe de chaleur, c'est un signe d'amitié. Lorsque quelqu'un, à la fin, en vous quittant, vous tend sa main gauche, ça n'est pas impoli, c'est juste pour vous dire, écoutez, bon, je vous tendrai la main droite une fois que je ne voudrais plus vous revoir, ça serait un adieu. Mais là, c'est juste un au revoir et je vous tends la main gauche. Tenue vestimentaire, donc pour les femmes, il faut se couvrir les bras et les jambes parce que, quoi qu'on dise, les Guinéens attendent même, bon, vous voyez dans les tribus, il y a des gens qui sont presque nus, mais on attend des étrangers, en fait, surtout des étrangères, de se couvrir les bras et les jambes, et on attend des hommes étrangers de ne pas porter un short, mais de porter un pantalon long et de se couvrir la torse. Autre considération culturelle, éviter de critiquer le pays. Vous voyez, en fait, j'ai mis une image. Certains d'entre vous sont peut-être en train de se demander pourquoi j'ai mis des singes. Alors aujourd'hui, on parle de variole de singe. Il ne faut pas évoquer ce genre de sujet sur place. Éviter de critiquer le pays, le régime, les habitants, les croyances culturelles, etc. Pour appeler un taxi, on tend la main en tournant la main vers soi. Il est comme dans d'autres pays africains, il est irrespectueux de regarder les personnes âgées dans les yeux, il ne faut pas les fixer. Et il est en Guinée, comme d'autres pays, y compris la Chine, quand vous êtes invité à table, ne demandez pas de l'eau à table, parce que l'eau étant un élément neutre qui n'a pas été préparé par l'hôtesse ou par la personne qui vous invite, cela signifie que ce qu'on vous a préparé ne vous plaît pas, que la nourriture est mauvaise. Et également en Chine, c'est une pratique courante, il ne faut pas demander l'eau, mais on vous sert spontanément du thé en Chine. Donc, en Guinée, il ne faut pas demander de l'eau, il faut demander peut-être à boire du jus. On vous servira du jus d'ananas ou du jus de mangue ou d'autres types de jus, mais ne demandez pas l'eau parce que c'est impoli. À la fin du repas, les invités doivent impérativement remercier l'hôtesse pour sa générosité et pour son savoir-faire. Et également, les Guinéens aiment recevoir des cadeaux et en donner. Alors, si vous allez en Guinée, apportez avec vous quelques souvenirs de l'artisanat marocain ou quelques gâteaux de la pâtisserie marocaine. Si vous recevez des Guinéens chez vous, attendez-vous à ce qu'ils vous remettent soit des produits du terroir guinéen, alors de l'ananas séché, de la mangue séchée,
des chips d'ananas, etc., ou qu'on vous remette des produits de l'artisanat guinéen. Alors, généralement, on vous remet une statuette d'éléphant en bois qu'on appelle Sili. Et Sili, c'est la langue du pays, parce que l'éléphant, c'est l'emblème du pays. Alors, lorsqu'on vous remet l'éléphant, ça veut dire, en fait, je vous donne quelque chose qui a une très forte valeur pour nous, Guinéens. C'est parce que c'est notre emblème national. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la Côte d'Ivoire. Bon, en Guinée, l'éléphant a peut-être plus de valeur et plus de sacralité qu'en Côte d'Ivoire. Alors, on l'appelle le Sili, et le Sili est la langue du pays. Donc, pour votre information également, c'est le surnom qu'on donne à l'équipe nationale de foot. Donc, Sili national, on l'appelle Sili national, c'est l'équipe nationale de la Guinée. On peut également, si vous avez des enfants, on peut vous remettre un hippopotame. Alors, l'hippopotame, parce que dans la tradition guinéenne, l'hippopotame est un animal protecteur des enfants. Alors, si on vous remet l'hippopotame, c'est un haut symbole du souhait de celui que vous le remet pour que vos enfants se portent bien, qu'ils soient protégés et tout. Donc là, bon, dans la tradition guinéenne, ce sont généralement les deux statuettes qu'on pourrait vous remettre, ou des produits de terroir, ou parfois on pourrait venir avec un produit frais du terroir. Alors, en conclusion, la Guinée est un pays aux prises avec de nombreux problèmes, des difficultés, des insuffisances, des handicaps, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais un pays qui présente de nombreuses opportunités, surtout dans les secteurs correspondant aux énormes potentialités du pays. Les 6 secteurs dont j'ai parlé. Pour les besoins de son industrialisation, le Maroc a certainement besoin des richesses de la Guinée, surtout des richesses minières, mais également les richesses agricoles, et pourrait en même temps profiter de l'avantage des first movers, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu au niveau des fournisseurs et des clients de la Guinée, vous avez surtout l'Inde et la Chine. Et vous avez, en tant qu'exportateur, vous avez également la Belgique, la France, la Turquie, l'Espagne. Bon, en investissant davantage et en renforçant ses relations avec la Guinée, le Maroc pourrait bénéficier de ce qu'on appelle en marketing international, de first mover advantage, c'est-à-dire l'avantage du pionnier. Alors, vous avez en premier, vous prenez les meilleures opportunités, et puis vous mettez devant les concurrents des barrières à l'entrée qui vont rendre l'accès au marché extrêmement difficile parce que vous avez pris les opportunités les meilleures. Alors aujourd'hui, les Indiens et les Chinois sont en train d'investir massivement dans la région. Pourquoi pas nous? D'autant plus qu'avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf dans quelques années, bon, ça va prendre quand même un peu de temps parce que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de la ZLECAf, parce que la ZLECAf va abolir l'essentiel des droits de douane sur 97% des lignes tarifaires des pays africains, va harmoniser les législations en matière de spécifications techniques, etc., va démanteler les barrières non tarifaires et les obstacles procéduraux. Ce sont en fait des avantages dont ne vont pas pouvoir bénéficier la Chine et l'Inde, mais nous pourrons le faire. Bon, commençons tout de suite, au lieu d'attendre que la ZLECAf entre en vigueur, parce que les opportunités qui sont en train de germer aujourd'hui vont être saisies avant que nous puissions le faire. Le Maroc, contrairement à d'autres concurrents, dispose de nombreux atouts en comparaison avec ses principaux concurrents. Nous avons parlé de la proximité, nous avons parlé de la communauté marocaine, nous avons parlé de la présence culturelle et confrérique en Guinée, etc. Pour tirer meilleure partie du potentiel guinéen, plusieurs obstacles doivent être surmontés, surtout ceux liés au transport. Nous l'avons vu. Donc, vous avez vu en fait que l'Inde et la Chine, qui sont à la fois les 2 premiers fournisseurs et les 2 premiers clients de la Guinée, ont pu régler le problème. Donc, ils exportent plein de choses dans des bateaux entiers sur Conakry. Et au retour, les bateaux sont chargés de minerais, d'or, de minerais de diamants, de fer, etc. Donc, vous voyez en fait que là, ils ont pu rentabiliser quand même les moyens de transport sur la région en dépit de l'éloignement. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose?
Nécessité de se doter d'une véritable stratégie d'intégration avec la Guinée qui va au-delà de la simple exportation pour voir qu'est-ce qu'on peut en importer et l'investissement également afin que nous puissions contrôler la transformation d'un certain nombre de produits qui sont fabriqués ou qui sont exportés aujourd'hui par la Guinée. Voici en gros ce que j'avais à vous dire rapidement, que j'ai pu quand même prendre près d'une heure et demie. J'en suis désolé, mais c'est que le sujet est tellement passionnant et je vous assure que j'ai pu élaguer quand même beaucoup de choses parce que le sujet est extrêmement riche. Il y a plein de choses. Alors, à votre intention, j'ai mis à la fin une liste de références que vous pourriez consulter pour approfondir davantage la question. Mais si vous avez des questions ou vous avez des commentaires, ils seront les bienvenus. Merci de votre attention. Et c'est Abdelaziz, je ne sais pas si quelqu'un va coordonner. Merci beaucoup, Ibrahim, pour cette présentation très riche et très complète. J'ai deux questions qui ont été postées sur le chat que je me permets de vous poser avant de donner la parole aux autres participants s'ils souhaitent poser des questions directes. Donc, la première question dit concernant l'aliment de bétail exporté vers la Guinée, est-ce qu'il nécessite le dédouanement? La deuxième question, les droits à l'importation d'un distributeur en Guinée des biscuits. J'ai déjà exporté le chocolat dans le passé, les efforts m'ont pris 3 ans avant de conclure. Ce client continue à construire la marque, mais les biscuits, je n'arrive pas encore. Auriez-vous une idée sur ce créneau? Donc, voici les deux questions qui ont été postées sur le chat. Est-ce qu'il est possible de répéter la deuxième, là, parce que je ne l'ai pas très bien saisi, la deuxième? Alors, c'est une entreprise qui a exporté déjà le chocolat, c'est-à-dire la personne donc, était dans une autre entreprise, donc il a exporté le chocolat, mais il a mis 3 ans pour l'exporter. Aujourd'hui, il est dans une autre unité d'exportation de biscuits. Donc, qu'en est-il par rapport à ce créneau de biscuits? D'accord. Voilà les deux questions qui ont été posées sur le chat. J'invite les autres personnes qui souhaitent poser des questions en direct de lever la main pour pouvoir leur accorder le son. Donc, et en attendant, donc, vous pouvez répondre aux deux questions. Alors, pour la première question concernant la liste des produits qui peuvent être exportés librement, ça c'est pour les produits importés. Alors, pour les produits qui peuvent être exportés, il suffit de consulter la liste. En fait, j'ai mis le lien vers la liste pour les aliments de bétail que la personne voudrait exporter sur la Guinée. Il suffit de consulter la liste pour voir si le produit figure sur la liste et on a ici le code également du produit de manière à s'assurer qu'il s'agit du bon produit. Alors là, bon, je suis en train de passer en revue justement la liste. Je ne connais pas en fait tous les produits qui sont sur la liste, mais avant d'y aller, il faut consulter la liste et faire peut-être une petite simulation sur le site de la douane pour voir la douane guinéenne pour voir si le produit originaire du Maroc peut être admis en franchise des droits de douane sur le marché. Alors, pour gagner du temps de préparation alimentaire, etc., donc jusqu'ici, je n'ai pas trouvé les aliments de bétail, mais si la personne m'envoie son adresse, je vais faire une petite recherche pour elle et je lui dirai si le produit peut être admis en franchise des droits de douane ou non, au lieu de continuer à chercher produit par produit. Concernant la deuxième question, je n'ai pas très bien compris comment la personne a pu mettre 3 ans pour exporter le chocolat sur la Guinée. Alors, est-ce que le produit n'était pas conforme au début et qu'il a dû l'adapter, que le processus a pris 3 ans, ou est-ce qu'il a exporté ça pendant 3 ans? Est-ce que l'exportation a duré en fait 3 ans et pendant les 3 ans, il a exporté? Alors, pour le biscuit, je sais qu'il y a un marché important là en Guinée pour le biscuit. D'ailleurs, beaucoup de biscuits qui sont en vente aujourd'hui dans les supérettes et les supermarchés de Conakry proviennent essentiellement de l'Europe.
il y a un marché potentiel important pour les biscuits, pourvu que la personne puisse quand même étudier le marché. Donc, ça demande toujours quand même une étude de marché. Il ne faut pas présumer. Hein. C'est un marché sur lequel il ne faut jamais présumer. Il faut toujours prendre le soin de vérifier. Alors là, je devais peut-être le dire tout à l'heure, ça n'est pas un marché qu'on peut étudier à distance. Il est vrai que pour gagner un peu d'argent, on peut commencer par faire une étude documentaire, mais tôt ou tard, il faudra se déplacer sur le marché parce que je vous ai dit que les Guinéens accordent beaucoup d'importance au contact humain et aux relations personnelles. Comme on dit, en fait, la réussite sur le marché africain se lit dans les regards de l'autre. Donc, il faut se déplacer tôt ou tard, aller rencontrer les gens, établir avec eux cette relation personnelle sur des bases solides avant de commencer à faire affaire. Mais pour le biscuit, en fait, c'est un produit que je connais bien, il y a un marché important et les concurrents aujourd'hui sont les concurrents essentiellement européens et en particulier français. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu aux deux questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question en direct? Qu'elle lève la main, s'il vous plaît. Il y a des questions? Si Saad Arras, si vous pouvez nous parler un petit peu de la logistique. C'est Saad. Est-ce qu'il a quitté? Allô? Oui, c'est Saad, allez-y, allez-y. Bonjour. Donc, bonjour, je tiens à remercier Asmek, c'est M. Brahim Allali, de cette présentation. Donc, je peux vous dire que ce qu'a dit M. Allali, c'est parfaitement ce qui se passe en Guinée. Je viens de rentrer de la Guinée, même pas une semaine. Donc, on a assisté à une délégation marocaine pour étudier le marché de l'énergie renouvelable. Donc, il y a une grande opportunité maintenant en Guinée c'est-à-dire pour que les Marocains investissent là-bas et exportent vers ce pays-là et d'importer. Donc, sur la partie culturelle, ce qu'il a dit M. Brahim, normalement, c'est ce qui se passe en Guinée. Ce sont des gens sympas, des gens agréables, donc il faut juste bien communiquer avec eux. Et il faut être proche parce que actuellement, ce qui se passe en Guinée, c'est une dynamique. Il y a toutes les sphères de l'Afrique de l'Ouest là, qui sont en train de faire des salons en Guinée, les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés. Donc, ils sont en train de faire des salons en Guinée pour attirer c'est-à-dire beaucoup d'investisseurs, que ce soit européens, asiatiques et des Marocains, surtout des Marocains. Donc, il faut en profiter. Il faut en profiter de cette dynamique après Covid, donc, pour se positionner en tant que de fournisseurs ou de clients, parce que comme il a cité M. Brahim, c'est que c'est un grand pays minier. Donc, aujourd'hui, il y a des grands projets en Guinée. Il y a la participation des sociétés marocaines dans ces projets-là. Donc, on était consulté pour faire le transport. Actuellement, le problème de transport en Guinée, donc, c'est les routes. Comme nous, on est un acteur, c'est-à-dire on participe dans le transport vers l'Afrique en tant que leader sur le transport vers l'Afrique. On est en train de faire des études sur comment peut-on avoir, c'est-à-dire des trajets sécurisés jusqu'au Conakry, au-delà de Conakry, parce qu'on sait que maintenant les sites miniers en Guinée, c'est après Conakry. Donc c'est comme ça, c'est des patelins qui sont éloignés de Conakry. Et il y a il y a des routes qui ne sont pas praticables. Mais ce qu'on a eu comme écho, c'est-à-dire lorsqu'on a fait des réunions avec les ministères de transport en Guinée, d'autres ministères, ils sont en train de dire, voilà, ils veulent, c'est-à-dire que nous participons à donner notre expertise sur, c'est-à-dire
de faire en sorte que on leur aide c'est-à-dire pour faire mettre en place, c'est-à-dire tout ce qui est logistique et mettre c'est-à-dire à niveau les routes. Donc, ça aussi, on a essayé d'évoquer avec notre ministère au Maroc, le ministère de Transport et le ministère d'Industrie, à ce que nous accompagnent sur ce projet-là, parce que c'est un grand projet, c'est de faire, c'est-à-dire en sorte que nous positionnons bien, c'est-à-dire en tant que pays de transbordement vers l'Afrique. Et actuellement, on a des demandes, c'est-à-dire des demandes de l'Europe, d'autres pays là, à ce qu'on transporte leurs marchandises vers les pays de l'Ouest Afrique. Et parmi ces pays-là, il y a la Guinée. Il y a la Guinée et le Sénégal. Donc, ce que je leur dis, c'est que maintenant, il y a une demande. Il y a une demande à l'import et à l'export. Donc, il faut en profiter. Je pense même les gens, c'est-à-dire les investisseurs, même c'est-à-dire l'administration marocaine, en tant que le ministère et tout, ils sont conscients de ça. Ils veulent aider. Donc maintenant, il faut faire juste des études et les remonter à ces gens-là pour prendre des décisions. Et parce que la seule difficulté là c'est-à-dire pour les exportateurs marocains, c'est le transport. Puisque le transport, les frais de transport maintenant augmentent, que ce soit le maritime et le routier, avec l'augmentation du fuel. Donc là, il faut vraiment une stratégie, c'est-à-dire si le Maroc veut bien se positionner en Afrique, il faut faire la même chose, la même stratégie que d'autres pays comme la Turquie, l'Inde et la Chine. Donc, de créer une synergie c'est-à-dire dans ce sens-là pour que les gens ils investissent et ils sécurisent leurs biens jusqu'aux destinations. Donc, en conclusion, je ne veux pas être trop, c'est-à-dire, je n'entre pas trop dans les détails. La conclusion, c'est que maintenant, il y a une grande opportunité, c'est-à-dire en Afrique, surtout au Sénégal, Guinée, la Guinée qui vient après le Sénégal, parce qu'il y a un grand port là-bas, donc un port qui est actif, puisqu'il sert le Mali, après ce qui se passe maintenant au Mali, donc il sert le Mali, le Burkina. Donc, il y a beaucoup c'est-à-dire, de demandes maintenant. Donc, il faut profiter, c'est le moment. Donc, nous, en tant qu'une société de transport marocaine, donc on essaie toujours de se positionner dans ces pays-là. Et on est en train de monter une filiale sur place parce qu'on voit à long terme que la Guinée, il va être, c'est-à-dire, il va jouer un rôle c'est-à-dire dans cette partie de continent. Donc, en conclusion, je dis, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment se déplacer pour voir les gens sur place, parce que ce n'est pas ce qui les médias essaient de nous dire, c'est-à-dire les médias dans le monde. Il faut partir sur place. C'est-à-dire, on trouve de la pauvreté, on trouve beaucoup de choses, mais il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut bien, on est bien, c'est-à-dire les Marocains, ce que je peux dire, c'est ce que j'ai senti, c'est que les Marocains sont bien accueillis là-bas. Donc, quand on dit Marocains, ça veut dire que les gens, ils vous accueillent bien. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Sissad. J'ai encore trois questions qui ont été posées. Alors, la première, quel est le niveau de sécurité en Guinée? La deuxième, donc, quelqu'un qui souhaite avoir des informations sur la création de sociétés et le coût du loyer. Et la troisième, quel est le potentiel pour les pâtes et couscous sur le marché? Une quatrième question, y a-t-il des facilités interbancaires entre les deux pays, le Maroc et la Guinée? Donc, voilà les 4 questions posées. J'en ai noté 2. Alors, j'ai noté création de société, facilité interbancaire entre les deux pays. Par contre, les autres, je ne les ai pas saisis. Le niveau de sécurité en Guinée. OK, niveau de sécurité. Et oui. Y a-t-il un potentiel pour les pâtes et couscous? Potentiel, pâtes et couscous.
aux pâtes et couscous. Alors, je commencerai par celle concernant la création de sociétés. Alors aujourd'hui, au niveau de la Guinée, on dispose d'un organisme qui est à cheval entre Maroc PME et l'AMDE, qui s'occupe de tout ce qui est investissement et tout ce qui est création d'entreprises. Alors, c'est un programme, c'est une agence qui présente un guichet unique pour les créateurs d'entreprises. Donc aujourd'hui, il est possible de créer une entreprise rapidement. Sur le plan digital, ça prend à peu près 48 heures et ça prend un mois pour avoir toutes les autorisations possibles et imaginables entre le dépôt du dossier et l'obtention des autorisations. Donc, c'est ultra rapide. Il y a beaucoup d'incitations au niveau de la création d'entreprise. Alors, les loyers, ça varie en fait d'une ville à l'autre et d'un quartier à l'autre. Donc, là, il faut se renseigner auprès de la PIP également sur les quartiers. Les quartiers que la PIP pourrait vous recommander pour l'implantation de votre commerce ou votre entreprise. Est-ce que vous allez recevoir des clients? Est-ce que vous allez avoir des produits à vendre sur place ou est-ce que ça serait juste un bureau afin que vous puissiez gérer votre entreprise? Donc, selon la réponse, vous allez devoir vous implanter dans un quartier UP où les loyers coûtent quand même assez cher, ou des quartiers où vous allez pouvoir payer des loyers moyens. Mais toutes les informations, alors sur la présentation, j'ai mis le lien vers le site de la PIP. Vous entrez sur le site, vous allez avoir toutes les informations possibles et vous pouvez également leur écrire pour leur demander conseil concernant votre projet en particulier. Parce que là, je suis en train de répondre d'une manière générale, mais par rapport à votre produit, il se peut que vous ayez besoin d'avoir des informations ciblées. Concernant le niveau de sécurité, il est comme dans d'autres pays africains, donc on sait que ça n'est pas le même niveau de sécurité que dans d'autres régions. Alors, le niveau de sécurité, en fait, il est moyen, je dois le reconnaître. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque l'équipe marocaine s'était déplacée pour jouer contre l'équipe guinéenne et qu'il y a eu ce changement de pouvoir, parce que les Guinéens n'aiment pas qu'on leur parle de coup d'État. Lorsqu'il y a eu ce changement de pouvoir, il y a eu quand même, le pays a été trié très vite, mais il n'y a pas eu quand même de débordement et les Marocains ont pu regagner l'aéroport facilement, sans aucun souci. Donc, au niveau de sécurité, je dirais qu'il n'est pas pire que dans d'autres pays africains. Alors, je dirais même qu'il est plus maîtrisé qu'au Nigeria. J'étais au Nigeria. On m'a déconseillé fortement de quitter mon hôtel. Et puis, je leur ai dit, bon, moi, je suis venu au Nigeria pour faire des affaires, pas pour rester à mon hôtel. Mais chaque fois qu'on devait sortir quelque part, il y avait une escorte qui nous accompagnait. Alors qu'en Guinée, non. En Guinée, on peut circuler librement. À Conakry, il n'y a pas de souci. Mais il y a des endroits qui sont plus sûrs que d'autres, ça va de soi. Donc là, niveau de sécurité, il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là. Je dirais même que le niveau de sécurité est comparable à celui de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Alors, si vous entrez sur les sites des ambassades étrangères, j'entre moi systématiquement du fait, de ma double citoyenneté, j'entre sur le site de l'ambassade du Canada à chaque fois que je veux aller quelque part et ils vous disent attention, n'allez pas dans tel quartier et n'allez pas dans tel autre parce que c'est dangereux, il ne faut pas sortir après 6 heures dans tel endroit, etc. Mais je dirais en fait pour résumer, niveau de sécurité, il est moyen, il n'y a pas de gros soucis à ce niveau-là, il y a une présence policière un peu partout, c'est la raison pour laquelle je vous ai recommandé d'être toujours muni de votre passeport de manière à ne pas avoir de problème si vous êtes arrêté par la police. Facilité interbancaire, oui et non, parce que toutes les banques marocaines ont des correspondants au niveau de la Guinée et toutes les banques guinéennes ont des correspondants au Maroc. Donc, quelle que soit la banque avec laquelle vous faites affaire en Guinée, vous n'aurez pas de souci de paiement parce qu'il y a toujours un correspondant au Maroc de la banque en question. Loin de moi l'idée de vouloir faire de la publicité, mais je vous ai dit que la Banque centrale populaire est présente à travers sa filiale
banque la banque maroco-guinéenne, Banque populaire maroco-guinéenne. Bon, pour ceux qui sont clients de la Banque populaire, je crois qu'ils pourront faire affaire à travers cette filiale. Pour les autres, on peut toujours faire affaire dans la sous-région. On n'est pas obligé de faire affaire avec les banques de la Guinée. On peut sortir de la Guinée comme le font les Guinéens eux-mêmes. Ils font des affaires à travers les banques sénégalaises et les banques maliennes. Mais facilité interbancaire, oui, dans le cadre justement du SWIFT, dans le cadre de la Chambre de commerce internationale qui gère le crédit documentaire et d'autres moyens de paiement, et à travers les relations de correspondance entre banques marocaines et banques guinéennes. Potentiel pour la pâte et couscous. Avant cette question, j'ai profité en fait du fait que mon ami Saad parlait des conditions de transport pour parcourir un peu les questions sur la boîte de dialogue. Et j'ai vu en fait que la personne qui posait la question sur les aliments de bétail demandait si les exportations d'aliments de bétail doivent être dédouanées. Bien entendu, oui, lorsqu'on exporte les aliments de bétail, il faut faire une déclaration et les dédouaner sur place. Donc, j'avais compris que est-ce que ces aliments de bétail pouvaient bénéficier de la franchise de droit de douane, et j'avais répondu en conséquence. Mais là, je me rends compte que la personne voulait savoir si les aliments de bétail devaient être dédouanés. Bien entendu, toute exportation doit être accompagnée des documents qui lui permettent de passer en douane. Donc, la déclaration douanière est impérative, quels qu'en soient les produits. Cela dit, je complète peut-être par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les listes A1 et 2, les échantillons commerciaux, de même que les produits qui sont destinés à l'exposition, sont exonérés du paiement des droits de douane. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, participer à une foire à Conakry, ou lorsqu'on veut emmener avec soi des échantillons, il faut faire une déclaration pour des échantillons sans valeur commerciale et les emmener avec soi sans payer les droits de douane, quand bien même le produit pourrait ne pas figurer sur la liste des produits éligibles à la franchise. Potentiel pour la pâte et couscous, oui, les Guinéens connaissent très bien le couscous, connaissent très bien les pâtes marocaines. Il y a un marché pour ça. La preuve, c'est qu'il y a des marques de couscous et de pâtes dans les épiceries et les supérettes guinéennes. Mais il y a un produit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce produit, qui s'appelle Fonio, F-O-N-I-O, dont le blé, la semoule, je dois dire, dans la semoule se prépare exactement comme si c'était du couscous. Et je vous assure que vous ne serez pas capable de faire la différence entre couscous et fonio. Si bien entendu la cuisson est faite selon les règles, vous aurez beaucoup de mal à distinguer le fonio du couscous. Alors, le fonio est relativement plus cher que le couscous. Donc, il y a quand même, je crois, un potentiel là pour l'exportation de pâtes et de couscous sur le marché, parce qu'aujourd'hui, on en importe, surtout à partir de l'Europe et en particulier de la France, qui reste en fait l'ancienne métropole. On importe beaucoup de pâtes de là. Bien entendu, quand on parle d'un pays, il ne faut pas trop se soucier de ce qu'on appelait tout à l'heure le revenu national par tête d'habitant. On dit que c'est un pays pauvre, ils n'ont pas les moyens et tout. Lorsqu'il s'agit de faire une étude de marché, il faut faire l'étude du segment, ciblé par le produit en question. Et là, il y a des segments, il y a des niches où les consommateurs sont capables de payer pour des produits les plus chers. Donc là, ne disent pas la Guinée est pauvre, les gens n'ont pas de quoi payer les produits. Au contraire, il faut toujours raisonner en termes de segments. Donc, généralement, il y a à peu près 10% de la population qui est richissime, qui est extrêmement riche et qui peut se permettre de payer les produits les plus chers. Donc là, lorsqu'on prend 13 millions, il y a à peu près 1,5 million de Guinéens qui sont richissimes et qui peuvent se permettre d'acheter les produits qu'on fait venir aujourd'hui de Londres, de Paris, de Madrid, etc. Donc oui, il y a un marché pour ça, il y a un potentiel. Il faut juste qu'on vérifie encore une fois
sur le Export Potential Index pour avoir la quantification de ce potentiel pour le couscous et pour les pâtes également. Donc là, la personne doit avoir le code du système harmonisé pour ces deux produits, pâtes et couscous, et aller sur le site du Centre de commerce international et faire une recherche pour avoir la quantification sur le marché guinéen. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou si j'ai répondu aux 4 questions. C'est très clair. Alors, 2 dernières questions. Alors, la première, vu qu'ils sont aussi en pleine digitalisation, est-ce qu'il existe une base de données d'importateurs qu'on peut contacter? Est-ce qu'un organisme en Guinée organise ce genre de choses? Deuxième question, est-ce qu'il existe des opportunités pour les entreprises marocaines de participer à la création ou remise en l'état des stades de football pour la CAN 2025? Très bien. 2 très bonnes questions. Oui, c'est vrai, en fait, je vous ai dit qu'en matière de TIC, de technologie d'information et de communication, le marché guinéen est un marché extrêmement porteur et prometteur. Alors, pour ce qui est on est en train de digitaliser à tour de bras dans nombre de domaines. Et pour ce qui est de la base de données, oui et non. Hein, oui et non. Base de données des importateurs, des exportateurs. Alors, moi, du fait de mes relations avec la GIPEX, j'y ai accès. Je ne sais pas si c'est ouvert au public. Parce qu'il faut s'adresser à la GIPEX, l'Agence guinéenne pour la promotion des exportations, pour pouvoir accéder à ça. Alors, il y a TradeMap qui propose également une liste, mais très limitée, d'importateurs et d'exportateurs pour différents produits, surtout les produits agroalimentaires, etc. Mais oui, il y a une base de données qui vaut ce qui vaut, qui n'est pas toujours à jour, mais qui existe. Et il est possible également d'accéder à la base de données de la GIPEX, comme je vous ai dit, sur demande. Alors, faites une demande et je crois, je ne peux pas quand même m'engager à leur place, mais je crois qu'ils vous donneront accès à cette base de données des importateurs et des exportateurs des différents produits. Par rapport à la seconde question, oui, vous pouvez participer à la construction et à la restauration des stades de foot. Excellente idée, excellente opportunité. Il faut bien entendu rester connecté pour lire les appels d'offres. Connectez-vous au ministère, au site du ministère de l'Équipement et essayez de voir les opportunités et les appels d'offres. Allez également, et ça c'est quelque chose en fait dont je recommande l'utilisation, la base de données de la Banque africaine pour le développement pour les projets de construction un peu partout, projets de construction un peu partout dans les pays membres de la Banque africaine pour le développement. Alors lorsqu'on lance un appel d'offres pour la construction ou pour la restauration d'un stade, on l'annonce sur le site de la Banque africaine pour le développement s'il y a un financement de la Banque africaine de développement. Sinon, vous le trouverez sur Jeune Afrique. Le site de Jeune Afrique également est un site très riche en appels d'offres sur les appels d'offres de la région. Vous avez également TuniPage. C'est Tunipage, Tuni pour Tunis, page au pluriel, .tn. Là, sur abonnement, il y a une base de données qui vous permet d'avoir accès à pratiquement toutes les annonces concernant les appels d'offres dans les pays africains. Donc, voici comment trouver ces appels d'offres. Sinon, il serait possible également de vous connecter aux organismes maîtres d'ouvrage en Guinée, ministère du Sport par exemple, qui publie également copie de ces appels d'offres de manière à ce que les entreprises étrangères puissent avoir accès à ces appels d'offres et pouvoir soumissionner à ces appels. Merci beaucoup, Ibrahim, pour toutes ces clarifications. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des participants qui ont bien voulu rester avec nous jusqu'à la fin.
Bien entendu, s'il y a d'autres questions et tout ça, n'hésitez pas à nous saisir par mail et on va essayer dans la mesure du possible de vous apporter des informations nouvelles, donc des réponses à vos questions. On se donne rendez-vous pour le prochain webinaire, donc on va vous saisir bien entendu. Et je laisse Ibrahim donc, pour le mot de la fin. Merci, Sib Hassan. Merci à tous et à toutes d'être restés. En fait, généralement, lorsqu'on dépasse 1 heure, donc les gens commencent à s'ennuyer. Donc, j'ai vu quand même que vous êtes restés certainement parce que le marché vous intéresse. Alors, c'est un marché d'avenir, un marché qui aujourd'hui est confronté à de nombreux problèmes, mais ce sont autant d'opportunités pour nous. Là où il y a des problèmes, nous pourrons leur apporter des solutions. Alors, pour les personnes qui m'ont posé des questions et qui souhaiteraient avoir peut-être un complément, je les invite à m'envoyer un petit email afin que je puisse rechercher l'information pour eux. Bien entendu, puisque ça se fait en marge de ce webinaire, les réponses que je vais leur envoyer seront gratuites, que je tiens à le préciser quand même. Pour les personnes qui ont demandé à avoir accès aux appels d'offres concernant les terres, les stades, etc. Et pour l'aliment de détail, est-ce que ça paye des droits de douane à l'entrée ou est-ce que c'est en franchise des droits de douane? Et ils pourront me contacter. Je pense que si Blahsen pourrait très bien leur passer mon adresse email de manière à ce qu'ils puissent me contacter et j'essaierai de trouver l'information pour eux concernant ces différents produits. Alors, je vous conseille vivement de vous intéresser à ce marché parce que c'est un marché qui présente un potentiel énorme et certainement, si nous ne faisons rien pour que nous puissions saisir les opportunités sur ce marché, certainement d'autres concurrents vont s'y prendre rapidement et vont pouvoir saisir ces opportunités si, bien entendu, nous ne le faisons pas. Encore une fois, merci beaucoup. J'espère que ce webinaire vous a été utile quelque part, qu'il a suscité votre intérêt pour le marché guinéen et j'espère que l'occasion nous sera donnée de nous revoir bientôt pour d'autres marchés qui présentent également un potentiel important aussi bien à l'exportation qu'à l'importation. Encore une fois, merci. Je tiens à remercier les organisateurs, remercier Sib Hassan en particulier de m'avoir permis en fait d'être aujourd'hui avec vous pour parler d'un pays que j'aime beaucoup. Je remercie également l'ASMEX pour ces initiatives fort louables qu'elle prend au profit de nos exportateurs et j'espère qu'on aura l'occasion encore une fois de nous revoir très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.